Il y a une situation que la plupart des gens connaissent bien, je pense. C'est l'ordinateur qui plante. Ah ouais, le cauchemar. Ouais, voilà. L'écran se fiche complètement, le curseur de la souris reste bloqué au milieu d'une page à moitié chargée. Le ventilateur se met à hurler, genre comme le moteur d'un avion au décollage, et plus rien ne répond. C'est ça, la panique totale. Exactement. Et on a beau frapper le clavier, cliquer frénétiquement, l'interface est juste totalement paralysée. Et face à cette machine qui surchauffe, l'instinct primaire varie vraiment. Hmm. Certains veulent s'acharner sur la touche d'actualisation en espérant, je sais pas, un miracle, et d'autres ont simplement envie de tout débrancher, de jeter la machine par la fenêtre et de revenir au papier et au crayon. C'est clair. Et cette image de la machine bloquée qui hurle, c'est une métaphore redoutablement efficace pour décrire l'état actuel de notre civilisation globale, en fait. Ouais, Nous vivons dans un système extrêmement complexe, tu vois, une infrastructure mondiale qui tourne vraiment à plein régime, qui consomme une énergie folle et qui surchauffe dangereusement. Mais, et c'est là le souci, dont l'interface politique et sociale semble incapable de produire le moindre mouvement vers l'avant. c'est complètement figé. Voilà, le système est figé dans une crise perpétuelle. C'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. On plonge dans un document qui est fascinant, qui est provocateur et, disons-le d'emblée, intensément clivant. Oh que oui. Il s'agit du manifeste accélérationniste. C'est un texte rédigé à l'origine par les théoriciens Alex Williams et Nick Snischek. Et pour cette plongée analytique, on examine la traduction française publiée par Yves Citon dans la revue Multitudes en 2014. Un texte très dense d'ailleurs. Très dense, ouais. La prémisse de cette théorie politique radicale est super contre-intuitive. En gros, pour survivre aux immenses crises mondiales actuelles, la solution n'est surtout pas de ralentir, ni de revenir à la nature d'ailleurs. Non, au contraire. C'est ça. La solution pour eux, c'est d'accélérer massivement le développement technologique pour forcer le passage et dépasser le capitalisme lui-même. Avant d'entrer dans la mécanique de cette théorie, je pense qu'une petite mise au point s'impose concernant la nature même de cette source. Ouais, c'est indispensable. Parce que ce manifeste tire vraiment à balles réelles sur tout le spectre politique. Les auteurs formulent des critiques féroces contre l'hégémonie de la droite néolibérale qui, selon eux, détruit l'avenir. Mais ils sont tout aussi impitoyables envers les tactiques et les idéologies de la gauche traditionnelle et radicale. Ouais. Personne n'est épargné. Et l'idée de notre exploration approfondie, c'est pas du tout de juger qui a raison, ni de prendre parti. Tout à fait. On n'est ni les avocats d'un camp, ni les détracteurs de l'autre. Et on ne cautionne pas nécessairement les visions parfois un peu vertigineuses, il faut le dire, de ce texte. Non, notre rôle est plutôt celui de guides impartiaux. Juste pour comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. Alors, décortiquons tout ça. Allons-y. Le texte commence par brosser un tableau assez apocalyptique, quoi. Un dérèglement climatique qui menace carrément l'habitabilité de la planète, l'épuisement des ressources critiques comme l'eau douce, une instabilité financière endémique. Et la menace d'un chômage de masse causé par l'automatisation aussi. Ouais, ça aussi. Et face à ça, le néolibéralisme 2.0 s'enfonce dans l'austérité. Mais je dirais que le diagnostic le plus surprenant, en fait, ça concerne la paralysie de l'opposition politique. Ah c'est clair. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte diagnostique une véritable faillite de l'imaginaire. Et particulièrement à gauche, en fait. Comment ça? Face à la violence de ces crises qui sont titanesques, la réponse dominante d'une grande partie de la gauche se résume, selon les auteurs, à une profonde nostalgie. Une envie de revenir en arrière, quoi. Exactement. Ils décrivent une volonté tenace de revenir aux politiques économiques keynésiennes de l'après-guerre, de ressusciter le modèle fordiste de l'emploi de masse industriel, tu vois. Le mythe des 30 Glorieuses. C'est ça. Or, le manifeste souligne une réalité super froide. Les conditions historiques, matérielles et même géopolitiques qui ont permis cette brève parenthèse de social-démocratie, Elle n'existe plus. elles ont tout simplement disparu. Tenter de ramener cette époque, c'est chasser un fantôme en fait. Surtout que cet âge d'or cachait une réalité beaucoup plus sombre que la petite carte postale qu'on s'en fait aujourd'hui. Absolument. Le manifeste ne se contente pas de dire que ce retour en arrière est impossible. Il affirme que c'est carrément indésirable. L'analyse de la source est super claire là-dessus, ouais. Le Fordisme, c'était avant tout la discipline abrutissante et répétitive de la chaîne de montage à l'usine. L'aliénation totale.
Voilà. Et c'était un système économique qui reposait structurellement sur une hiérarchie patriarcale très assumée. Ça conférait le rôle de pourvoyeur à l'homme et ça assujettissait les femmes. Sans oublier le contexte international. Bien sûr, ce confort matériel occidental, il reposait sur une hiérarchie internationale d'exploitation coloniale et post-coloniale. Donc idéaliser cette époque, c'est effacer la répression sociale sévère qui la rendait possible. Ouais, ça fait réfléchir. Mais le texte s'attaque aussi au mouvement plus récent, non? Ce n'est après la crise financière de 2008. Ah oui, les auteurs les critiquent tout aussi durement. Genre ceux qui prônent un retour au local, au circuit court ou à une forme de simplicité volontaire. Oui, le manifeste qualifie ça de, je cite, localisme néo-primitiviste. Waouh, le terme est fort. Très fort. Les auteurs estiment que ces mouvements privilégient une approche axée sur l'émotion, sur la création de petites bulles de résistance qui donnent un sentiment d'auto-valorisation affective. Genre, on se sent bien parce qu'on fait notre part à notre petite échelle. Exactement. Le problème, selon le texte, c'est qu'en choisissant ce repli local, ces groupes sacrifient toute efficacité stratégique globale. Ils abandonnent le terrain de la complexité technologique à la violence abstraite du capital mondialisé. C'est super intéressant. Si on reprend notre analogie de l'ordinateur figé par un bug système du début, les rôles sont clairs en fait. Vas-y. D'un côté, on a le néolibéralisme qui continue d'appuyer frénétiquement sur la touche F5 pour rafraîchir la page, mais sans changer une seule ligne de code, en priant pour que le marché se régule de lui-même. Ouais. Et de l'autre côté, une partie de l'opposition essaie de résoudre ce problème ultra complexe en voulant réinstaller Windows 95. Ou pire, en voulant jeter l'écran par la fenêtre pour retourner utiliser un boulier en bois dans une cabane, tu vois. C'est une super image. Et le manifeste nous dit que face à un crash d'une telle ampleur, aucune de ces approches ne fonctionne. Il faut aller de l'avant. Vers le futur. Oui, mais attention. Et c'est là que le document opère une distinction conceptuelle majeure entre la simple vitesse et la véritable accélération. Ah, la nuance est importante. Cette distinction, c'est carrément le moteur théorique du texte. Il existe une confusion très courante qui associe automatiquement le capitalisme à l'accélération technologique ultime. Ouais, on pense toujours que capitalisme égale innovation hyper rapide. Voilà. Le manifeste cite d'ailleurs le philosophe britannique Nick Land, qui est une figure de proue d'un accélérationnisme sombre, plutôt orienté à droite. D'accord. Land portait cette croyance presque hypnotique que la vitesse pure du marché capitalisme mènerait inévitablement à une singularité technologique, un point de non-retour où l'humain serait liquidé, réduit à l'état de rebut biologique face à une intelligence planétaire artificielle. Ambiance Terminator, quoi. C'est ça. Mais les auteurs du manifeste rejettent catégoriquement ce fatalisme. Pour eux, le capitalisme néolibéral contemporain ne produit pas de véritable accélération. Ah bon? Non, il produit une agitation frénétique, une rapidité épuisante, mais à l'intérieur de paramètres sociaux et économiques qui sont, eux, totalement figés. Ok, je comprends l'idée de l'agitation. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, jouons l'avocat du diable un instant. N'importe qui observant notre époque pourrait trouver cette affirmation juste absurde. Enfin, si je regarde mon smartphone, l'intelligence artificielle générative qu'on y intègre aujourd'hui, elle est en train de bouleverser des industries entières. De la création artistique à la programmation informatique, l'innovation semble exponentielle. C'est vrai que ça donne cette impression. Alors, comment ce texte peut-il sérieusement soutenir que le capitalisme freine la technologie? L'argument des auteurs repose sur la différence fondamentale entre une amélioration marginale, qui est dictée par le profit, et une véritable percée qualitative de nature navigationnelle, comme ils disent. Navigationnelle. Oui, qui donne un nouveau cap. Le développement technologique actuel, en fait, il est emprisonné par les impératifs de rentabilité à court terme. Prenez l'industrie pharmaceutique ou technologique. Les guerres de brevets et la monopolisation intellectuelle empêchent carrément le partage des savoirs. Ouais, chacun garde ses secrets pour faire de l'argent. C'est ça. La recherche globale est massivement orientée vers la création d'une demande de consommation infinie, mais pour la même technologie de base. Donc l'IA générative dans un téléphone, elle sert principalement à optimiser des interfaces utilisateurs, tu vois. Ou à capter l'attention pour vendre de l'espace publicitaire. Exactement. Ou à automatiser des tâches juste pour réduire les coûts salariaux. C'est ce que le texte appelle des améliorations de techno-gadgets consuméristes. En gros, c'est l'image du tapis roulant. Tout à fait. On court de plus en plus vite, le rythme cardiaque s'emballe, on transpire à grosses gouttes, mais on reste exactement au même endroit dans la pièce. On ne navigue vers aucune destination nouvelle. La comparaison est parfaite.
Pendant que nous courons sur ce tapis roulant des gadgets de consommation, les grands projets visionnaires du milieu du XXe siècle ont été marginalisés. Lesquels, par exemple? L'exploration spatiale habitée au-delà de l'orbite terrestre ou l'éradication de maladies complexes grâce à une refonte totale de la recherche publique. Une véritable accélération, selon le manifeste, ce serait la capacité d'explorer un espace universel de possibilités inédites pour l'humanité. Du dividende. Et d'ailleurs, le texte justifie cette vision, en s'appuyant sur des figures historiques assez étonnantes. Il ramène Karl Marx au centre du jeu. Oui, de façon très inattendue. Il le présente vraiment comme le penseur paradigmatique de l'accélérationnisme originel. Il cite même Lénine. L'idée avancée, en gros, c'est que ces figures historiques ne voulaient pas du tout résister à la modernité ou détruire les machines de la révolution industrielle. Pas du tout, non. Marx, lui, voulait utiliser les outils technologiques les plus avancés créés par le grand capitalisme de son temps pour propulser l'humanité au-delà de ses contraintes matérielles. C'est une lecture de Marx qui prend complètement à rebours beaucoup de courants écologistes actuels, ceux qui sont tournés vers la décroissance. Ouais, c'est l'opposé total. Pour les auteurs, les acquis technologiques, logistiques et scientifiques du capitalisme ne sont pas des mots intrinsèques qu'il faudrait détruire. Ce sont des outils confisqués. Donc le potentiel est là. Ils doivent être libérés de la logique étriquée de la valeur marchande. Et c'est ce qui nous amène à la solution concrète qui est proposée par le manifeste, à savoir la réappropriation matérielle et la reprogrammation de l'infrastructure mondiale. Donc si on suit bien leur logique, on ne dynamite pas l'usine mondiale, on en change juste la production et la finalité. C'est exactement l'idée. Les auteurs insistent sur le fait que la plateforme matérielle du néolibéralisme, je veux dire les immenses chaînes d'approvisionnement logistique, les câbles sous-marins, la puissance de calcul de la finance algorithmique, les centres de données. Toute cette infrastructure monstrueuse. Ouais, eh bien tout cela doit servir de tremplin. Ils évoquent à ce sujet une prédiction très célèbre de l'économiste John Maynard Keynes. Ah oui, en 1930. Ouais, dans son essai Perspectives économiques pour nos petits-enfants, Keynes était convaincu que, grâce aux gains de productivité phénoménaux qui étaient permis par la technologie capitaliste, le temps de travail hebdomadaire serait drastiquement réduit. Il était très optimiste. De ouf. Il imaginait un monde où l'on travaillerait peut-être 3 heures par jour, libérant tout le reste du temps pour la culture, la philosophie, le loisir. Et le contraste avec notre réalité d'aujourd'hui, c'est d'une ironie cinglante, franchement. Je te le fais pas dire. Au lieu de nous libérer du labeur, la technologie, sous son mode d'exploitation actuel, elle a permis au travail de s'infiltrer dans tous les interstices de la vie sociale. On répond aux mails à 22 heures dans son lit. Voilà, les smartphones et le télétravail brouillent en permanence la frontière entre la vie personnelle et les obligations pro. Pourtant, les capacités techniques pour réaliser la prophétie de Keynes, elles existent vraiment aujourd'hui. Elles sont là, ouais. Le manifeste affirme que pour cartographier, planifier et diriger une économie mondiale complexe vers des objectifs qui soient justes, il faut impérativement maîtriser les outils les plus pointus. Genre quoi? La quantification des données, l'analyse des big data, l'étude des dynamiques de réseaux sociaux, la modélisation mathématique. Tout ça, ce ne sont pas des outils d'oppression par essence. Ce sont des médiations qui sont indispensables pour piloter une civilisation globale. Et pour comprendre comment cette reprogrammation pourrait fonctionner en vrai, la source cite des exemples historiques, et notamment le projet CyberSen au Chili. C'est fascinant parce que ça ressemble presque à de la science-fiction, mais c'était bien réel dans les années 70. Totalement. Le projet CyberSen, qui a été mis en place sous le gouvernement socialiste de Salvador Allende, c'est vraiment l'un des exemples les plus frappants d'une tentative d'utiliser la technologie cybernétique à des fins d'émancipation. Comment ça marchait? L'idée, ce n'était pas de laisser le marché dicter la distribution des ressources, avec toutes ses inefficacités et ses crises. C'était de créer un réseau de transmission de données en temps réel. Dans les années 70, c'est ouf! Avec les moyens du bord. Grâce à un réseau de téléx qui reliait les usines à une salle de contrôle centrale, d'ailleurs au design quasi futuriste, genre Star Trek, le gouvernement tentait de modéliser l'économie nationale. C'est dingue! Ça permettait de prévoir les pénuries, d'optimiser la production et d'intégrer les retours des travailleurs directement dans l'infrastructure de décision, en contournant complètement la lenteur aveugle des signaux de prix du marché. Et il parle d'autres exemples? Oui, le texte mentionne également les économistes soviétiques des années 1950 et 1960 qui ont tenté de gérer l'économie planifiée grâce à la programmation linéaire. Et si ces projets ont échoué ou n'ont pas atteint leur potentiel,
Le manifeste soutient que c'est pas du tout parce que l'idée d'une planification technologique est mauvaise en soi. Non, c'était surtout une question de moyens. À l'époque, la puissance de calcul informatique était balbutiante. Et surtout, ces projets ont été écrasés par des pressions politiques et militaires immenses. Dans le cas du Chili, le coup d'État de Pinochet. Bien sûr. Aujourd'hui, on se dit que la puissance des serveurs mondiaux rendrait l'ambition de CyberSense semblable à un jeu d'enfant. Mais attention, il y a un piège énorme ici. Lequel? Si on commence à dire qu'il suffit de brancher un super algorithme d'optimisation pour régler la faim dans le monde et le climat, on tombe en plein dans le techno-utopisme, non? On délègue la politique à la machine. C'est une observation cruciale. Et si on relie ça à une vision plus globale, les auteurs du manifeste prennent vraiment grand soin de s'en distancer. D'accord, ouf. Ils rejettent fermement ce techno-utopisme à la Silicon Valley. Cette idée qui voudrait qu'une nouvelle application ou qu'une plateforme numérique suffise, par magie, à résoudre les conflits de classe ou les antagonismes sociaux. L'appli qui sauve le monde, c'est un mythe. Exactement. La technologie, aussi puissante soit-elle, elle ne fait pas de politique à notre place. Elle est une arme. Un levier matériel qui doit être orienté par une volonté humaine et une action sociopolitique qui est très claire. La machine n'a pas de morale, c'est le pouvoir politique qui en dicte la finalité en fait. Voilà, ce qui amène le texte à aborder la question, je dirais, la plus controversée de leur réflexion. Comment s'organiser pour prendre ce pouvoir ? Alors, que signifie tout cela? On entre dans ce qu'ils appellent la fin de l'innocence. Parce que pour reprogrammer l'infrastructure mondiale, il faut arracher les commandes à ceux qui les détiennent actuellement. Et c'est là qu'ils sont très durs. Très dur, ouais. Le manifeste soutient que les méthodes actuelles de l'opposition anticapitaliste ou écologiste, elles sont juste vouées à l'échec. Les auteurs rejettent violemment ce qu'ils perçoivent comme une fétichisation de l'action directe locale. Oui, les manifestations symboliques de rue, le déploiement de banderoles. La création de ZAD, les zones autonomes temporaires, le texte perçoit ces actions presque comme une thérapie de groupe en fait. C'est très provocateur de dire ça. Ouais. En gros, le but inavoué de ces actions ne serait plus de remporter une victoire stratégique réelle, mais juste d'apaiser une conscience morale en se disant, je cite, « Au moins, nous aurons fait quelque chose face au désastre ». C'est ça. Et la critique la plus incisive, elle s'attaque à un véritable dogme des mouvements contemporains, en fait. Lequel? L'obsession pour la démocratie horizontale absolue. Ah, le fait de voter pour tout. Voilà. Depuis des années, de très nombreux mouvements d'opposition fonctionnent sur le principe que tout doit être décidé en assemblée générale décentralisée, dans une transparence totale, en cherchant le consensus absolu pour n'exclure personne. Ce qui prend un temps fou. Exactement. Les auteurs affirment que cette horizontalité rigide paralyse complètement l'action, surtout face à un adversaire institutionnel et financier qui, lui, est extrêmement réactif et très bien organisé. Et donc, ils proposent quoi? Parce que là, ça peut faire peur à pas mal de monde. Eh bien, le manifeste ose écrire que le secret, la division du travail et surtout une forme de verticalité de l'autorité ont une place légitime et même nécessaire dans une action politique qui vise l'efficacité. Waouh! Leur objectif tactique, c'est de réussir à marier, je cite, les commandements du plan, donc une vision stratégique centralisée, avec l'ordre improvisé du réseau, c'est-à-dire la souplesse des actions de terrain. Pour imager cette tension entre horizontalité et verticalité, on pourrait penser, à la construction d'un pont suspendu, tiens. Ah, je vois l'idée. L'Assemblée générale citoyenne, donc l'approche horizontale, elle est absolument parfaite pour décider si la communauté a besoin d'un pont et où il devrait être placé pour servir l'intérêt commun. Bien sûr, c'est la volonté populaire. Mais au moment de couler le béton, de calculer la tension des câbles en acier, on ne peut pas organiser un vote à main levée sur la taille de chaque pilier ou sur les équations de charge, quoi. Non, ça serait une catastrophe. À ce stade, on a besoin d'un ingénieur en chef, d'une verticalité temporaire, d'une autorité basée sur la compétence pour s'assurer que le pont ne s'effondre pas sur les usagers. C'est ce mariage entre l'intention collective et l'exécution dirigée qu'il propose en fait. L'analogie de l'ingénieur, elle éclaire vraiment parfaitement leurs propos. Les auteurs redéfinissent carrément l'essence même de la démocratie, en puisant dans l'héritage de la philosophie des Lumières. Comment ça ? Pour eux, la véritable démocratie, ça ne se résume pas à un processus procédural de délibération infinie. La démocratie, c'est l'objectif d'une maîtrise de soi collective. Maîtriser son propre destin. C'est la capacité d'une société à comprendre la complexité de son univers technique, économique et social pour orienter consciemment son futur. Sans cette forme d'autorité structurelle et de maîtrise, la société restera la victime impuissante de deux forces, en fait. Lesquelles ? Soit la main aveugle prédatrice du marché globalisé,
soit la régression vers un effondrement écologique super chaotique. C'est ce qu'ils appellent une politique prométhéenne de maîtrise maximale. Et pour construire concrètement ce rapport de force, le document ne se contente pas que de concepts philosophiques dans l'air. Non, ils ont un plan. Il détaille une stratégie à moyen terme qui est articulée autour de 3 piliers interdépendants. Et d'ailleurs, l'exemple qu'ils utilisent pour le premier pilier est assez ironique. Ils citent la Société du Mont Pèlerin. Cet exemple est redoutablement tactique, je trouve. Explique un peu pour ceux qui nous écoutent. La Société du Mont Pèlerin, c'était un groupe de penseurs fondé en 1947 par des intellectuels comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman. Les pères du néolibéralisme. Voilà. À une époque où l'interventionnisme d'État et les idées de Keynes dominaient totalement le monde occidental, leurs idées de libre marché absolu, elles semblaient alors marginales, presque impensables. Complètement hors sol pour l'époque. Et pourtant, pendant des décennies, ils ont patiemment construit une infrastructure intellectuelle. Ils ont financé des think tanks, formé des économistes, rédigé des documents académiques. Et ce faisant, ils ont déplacé peu à peu la fenêtre d'acceptabilité politique. Ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. Exactement. Et quand la crise des années 70 a frappé, leur idéologie, qui est devenue le néolibéralisme, elle était déjà prête à prendre le pouvoir. Ils avaient fait le boulot de fond. C'est ça. Le manifeste accélérationniste dit simplement qu'il faut copier cette stratégie. L'opposition doit s'en inspirer méthodologiquement pour construire sa propre infrastructure intellectuelle afin de penser l'économie post-capitaliste. Mais bon, une idée enfermée dans un laboratoire de recherche, ça change pas le monde tout seul. D'où le deuxième objectif de leur stratégie, la réforme à grande échelle des médias. Ah oui, c'est essentiel. Parce que malgré la promesse initiale d'Internet, tu sais, cette idée d'offrir une tribune égale à tous, les auteurs constatent que le pouvoir de cadrer les récits dominants reste super concentré. Et de financer l'investigation complexe de longue durée aussi. Ouais. Donc si cette nouvelle infrastructure intellectuelle produit des modèles économiques révolutionnaires, il faut des réseaux médiatiques très puissants pour traduire cette complexité en récits qui soient accessibles et désirables pour le grand public. Et ce qui active le troisième et dernier pilier de leur plan, c'est la reconstruction d'un pouvoir de classe. Ah, on revient à la lutte des classes. Oui, ces récits médiatiques doivent servir de force gravitationnelle pour unir une nouvelle force politique. Le texte ne s'illusionne pas du tout sur le retour du prolétariat industriel homogène du XXe siècle. L'usine à l'ancienne, c'est fini. L'enjeu aujourd'hui, c'est de fédérer la multitude fragmentée des travailleurs précaires. Ça va des chauffeurs ubérisés aux employés de centres de données, en passant par les travailleurs intellectuels paupérisés. Donc ça forme un écosystème fermé. C'est l'idée. Les penseurs fournissent le logiciel intellectuel, les médias le propagent, et la nouvelle coalition de travailleurs fournit la force politique physique pour forcer la mutation de l'infrastructure technologique. Et si un seul de ces trois éléments fait défaut, la stratégie globale s'effondre. Voilà. Bon, tout cela implique de naviguer dans une incertitude qui est quand même gigantesque. Le manifeste reconnaît que le monde actuel est composé de systèmes qui sont beaucoup trop complexes pour être parfaitement planifiés à l'avance. L'ère de la certitude absolue est morte. Clairement. Leur méthodologie d'action repose donc sur un concept qu'ils nomment l'expérimentation abductive. Oui, le concept de raisonnement abductif est fondamental ici. Contrairement à la déduction, où l'on part d'une loi générale stricte pour en tirer une conclusion certaine. Comme en maths. Exactement. Eh bien, l'abduction, ça relève davantage de la démarche d'un médecin face à une maladie complexe. Le médecin, il observe un ensemble de symptômes contradictoires, il émet la meilleure hypothèse possible basée sur ses connaissances, et il administre un traitement. Et ensuite, il surveille très attentivement la réaction du patient. Si la fièvre monte au lieu de descendre, il ajuste immédiatement sa stratégie. Pour les auteurs, l'expérimentation politique et technologique, elle doit fonctionner exactement de la même manière. en temps réel, quoi. Une navigation prudente mais très ambitieuse, où l'on teste de nouvelles formes de modélisation économique à grande échelle, tout en ajustant les paramètres face aux contingences imprévues de la réalité sociale. Ouais. En résumé, la thèse de ce manifeste, elle pose un diagnostic implacable. On est arrivé à un point de rupture. L'humanité est face à un choix binaire. C'est un carrefour dont on ne peut pas s'échapper en reculant. Impossible de faire demi-tour. D'un côté, on peut tenter de construire consciemment un post-capitalisme globalisé, qui serait capable de s'emparer de l'héritage technologique inouï de notre époque pour l'orienter vers la libération humaine. Et de l'autre côté, l'absence de maîtrise nous condamne à une lente et douloureuse fragmentation, vers une crise perpétuelle exacerbée par l'effondrement des écosystèmes mondiaux. L'idée même de l'avenir a été démolie par les impératifs du court terme.
L'enjeu de l'accélérationnisme, dans ces mots les plus poétiques je dirais, c'est de casser la coquille de l'avenir une fois encore, pour retrouver un horizon. C'est très beau. Et ce défi, en fait, il résonne dans notre relation quotidienne à l'innovation. Chaque fois qu'une nouvelle architecture d'intelligence artificielle est déployée, ou qu'un algorithme prédictif régule un marché financier, Des trucs qui arrivent tous les jours en ce moment. bah oui, la question soulevée par ce texte s'impose. Ces outils extraordinaires vont-ils continuer à aliéner toujours un peu plus notre temps disponible juste pour générer des profits invisibles? Ou bien, Ou bien pourrait-il, une fois la machine collectivement maîtrisée et reprogrammée, constituer la colonne vertébrale d'une société qui serait enfin émancipée de l'obligation de survie par le labeur contraint? vaste programme. L'infrastructure est déjà là, elle est tentaculaire, vibrante sous la surface de nos vies, et en fin de compte, tout dépendra des valeurs que nous encoderons dans sa finalité. Exactement. La question demeure entière, et ça nous ouvre un dernier champ de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si notre écran de société est figé, si le ventilateur hurle à en perdre haleine, on l'a vu, détruire l'ordinateur ne nous sauvera pas. Non, c'est pas la solution. La véritable épreuve consistera à oser écrire et installer un système d'exploitation que nous n'avons encore jamais testé. C'est une perspective qui pousse la logique de l'exploration jusqu'à ses limites les plus vertigineuses. Imaginons un instant que cette capacité technologique incommensurable soit enfin détachée de la recherche de profitabilité à court terme. Qu'on libère vraiment la machine. Qu'elle ne serve plus à inonder nos vies d'innovations marchandes périphériques, mais plutôt à modifier en profondeur notre compréhension de la matière, du métabolisme planétaire et même de la conscience elle-même. Ça donne le vertige. Si nous parvenons à ce stade d'accélération véritable, quelle nouvelle forme d'existence, quelle mutation de la subjectivité, proprement aliène, comme le murmure à la fin du texte, quelle nouvelle vie les générations futures pourraient-elles expérimenter? Et ce, peut-être bien au-delà de la stricte frontière de notre berceau terrestre. C'est la question que l'on vous laisse. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration approfondie.